Elles arriveront cette semaine dans la boutique officielle des produits dérivés. Libre à vous de les acheter ou pas. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18h03 quasiment. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. On va revenir sur l'accueil de ces 230 migrants à Toulon, débarqués du bateau Ocean Viking. 44 mineurs isolés sont par ailleurs interrogés par les services sociaux à l'enfance. On a avec nous le sénateur Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône. Bonsoir monsieur le sénateur, conseiller municipal de Marseille également. Vous êtes rendu il y a quelques instants à Gien, dans le centre où se trouvent ces migrants. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous rendre sur place d'abord, monsieur le sénateur ? Oui, je suis devant le centre de vacances d'EDF qui a accueilli ici sur la presqu'île de Gien ces 230 clandestins. Écoutez, moi ce que je peux constater, c'est que la France est généreuse. Elle est généreuse avec les étrangers, en particulier les clandestins, parce qu'ici, dans ce centre de vacances, il y a une convention qui a été signée d'ailleurs entre l'État et EDF. On nous présentera la facture à la fin du séjour. Eh bien, d'ores et déjà, il y a un accueil des migrants, je dirais, à tous les stades. Ils sont sur le plan alimentaire, vestimentaire, de la santé, bien sûr, ils sont pris en charge. Et puis même, des téléphones portables sont mis à leur disposition. Puis il est arrivé aujourd'hui un camion satellite, car les communications ne passant pas bien, pour leur permettre de téléphoner à leur famille, eh bien, nous avons mis à leur disposition, nous les contribuables français, un camion satellite. Donc on ne leur refuse rien. Ils sont ici, je dirais, pris en charge un petit peu comme des vacanciers. Et ça vous choque, j'imagine, monsieur le sénateur. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Est-ce que vous avez discuté avec certains de ces migrants ? Aucun de ces migrants ne parle le français. Alors on vient d'Érythrée, on vient de Somalie, on vient du Bangladesh, du Pakistan, du Maroc, d'Égypte. Je ne savais pas qu'il y avait la guerre au Maroc et en Égypte. Aucun ne parle le français. Mais encore une fois, ils sont pris en charge de bout en bout. Et moi, j'ai une pensée pour nos sans-domicile fixe français qui, eux, ce soir, le vent s'est levé ici dans le Var, même ici, il commence à faire froid. Eh bien, nos compatriotes, eux, sont dehors. Voilà, je pense, moi, à cet ancien combattant que j'ai rencontré à l'occasion des cérémonies du 11 novembre qui m'a dit « Monsieur Ravier, moi, cet hiver, je ne pourrai pas me chauffer parce que l'inflation qu'on nous annonce, eh bien, mes moyens ne me permettront pas de répondre à cette inflation. » Voilà, moi, c'est à nos compatriotes que je pense, parce que, encore une fois, le gouvernement français se montre très généreux avec les clandestins, parce que les moyens ont été trouvés en quelques heures. Des moyens matériels, des moyens financiers, et alors que à nos compatriotes, eh bien, on leur dit que pour eux, ce n'est pas possible. Donc il y a là une véritable injustice qui est faite à nos compatriotes, et permettez-moi de trouver ça tout à fait insupportable. Comment est-ce que vous expliquez le changement de pied d'Emmanuel Macron, qui avait dit non à l'époque en 2018 au bateau Aquarius, et qui aujourd'hui a dit oui pour le bateau Ocean Viking, à la grande surprise de Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, qui estime que c'est une brèche qui a été ouverte? Oui, effectivement, que le gouvernement italien, lui, tient ses promesses. Le gouvernement d'union des droites, emmené par Mme Meloni, a fait savoir que les ports italiens, eh bien, n'ouvriraient plus. Et l'Ocean Viking a trouvé un port d'attache en France. Et c'est une première, c'est une décision d'Emmanuel Macron. Il a changé de braquet, puisqu'il y a effectivement une poignée d'années, il s'était refusé à ouvrir nos ports. Eh bien, c'est aujourd'hui chose faite. C'est un signal fort à envoyer à l'immigration, aux migrants candidats, et puis aux passeurs. Parce qu'évidemment, il y a un réseau de passeurs efficaces et qui écoutent la France, qui observent la France. Eh bien, la décision d'Emmanuel Macron crée un précédent juridique et elle envoie un signal relayé par les migrants eux-mêmes qui, comme je vous l'ai dit, ont des téléphones portables, parce que vous savez, sur le bateau, ils perdent leurs papiers, mais ils ne perdent pas leur portable. Ils ont donc fait savoir à leurs proches, à leurs amis restés au pays que oui, ils sont en France, oui, ils ont été très bien accueillis et que manifestement, ils vont pouvoir y rester. Donc c'est un appel à une immigration supplémentaire, un appel d'air, alors que nous n'en avons évidemment plus les moyens. C'est-à-dire que vous doutez, monsieur le sénateur, de ce que dit Gérald Darmanin, que c'est un accueil exceptionnel de ce bateau-là précisément? Oui, c'est un accueil exceptionnel qui précédera un autre accueil exceptionnel, puis un autre accueil exceptionnel. D'ailleurs,
votre reportage l'a annoncé, le gouvernement français a signé des accords avec le gouvernement britannique qui prévoient la création de structures d'accueil de migrants dans le sud de la France pour les empêcher d'aller en Angleterre. Donc les Britanniques seront protégés d'une submersion migratoire et c'est la France qui va l'accueillir. Donc je dis, moi, aux Provençaux, aux Varois en particulier, puis à l'ensemble des Français, que l'accueil qui est derrière moi, que ce centre d'accueil pour les clandestins qui est aujourd'hui ici, il n'a rien d'exceptionnel. C'est le premier d'une longue série qui s'ouvre devant nous. Merci beaucoup au sénateur Ravier, merci à Augustin Donadieu, Charles Baget qui sont à vos côtés pour le plaider. Et je précise qu'il n'y aura pas de création de hotspots, de centres de réfugiés, mais création par exemple de places dans les CRA, dans les centres de rétention administrative. Il y en a un qui sera créé notamment à Mérignac avec 140 places. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous donner votre opinion, monsieur le sénateur. On est avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir, François Pupponi, ancien député. Bonsoir. Éric Revel, journaliste. Bonsoir. On a été rejoint aussi par William Molinier. Bonsoir William, du service police-justice de CNews. Parmi les 230 migrants de l'océan Viking, il y a un certain nombre d'adultes qui sont auditionnés en ce moment même. Comment se passe la procédure et quelles étapes va-t-elle suivre cette procédure, William ? Alors, plusieurs étapes, effectivement. D'abord, ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire la majorité d'entre eux, ont formulé leur demande d'asile aux policiers de la PAF, la police aux frontières. Ensuite, ils sont entendus par un officier de protection, généralement spécialisé dans la région d'origine du requérant. À l'issue, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, rend sa décision. Si elle est positive, le demandeur d'asile obtient soit la protection subsidiaire avec un titre de séjour d'1 an, soit le statut de réfugié avec une carte de résident d'une durée de 1 à 10 ans. L'année dernière, un peu plus de 35 000 demandeurs ont bénéficié d'un de ces deux dispositifs. À l'inverse, en cas de refus de l'OFPRA, le candidat à l'asile peut saisir dans un délai d'1 mois la CNDA, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Pendant l'instruction, en fait, il obtient un droit de séjour temporaire, ce qui lui permet de rester sur le territoire. L'année dernière, sur les 68 000 recours, la CNDA a accordé une protection à un peu plus de 15 000 personnes, soit un taux de 22%. Donc si on fait le calcul, environ 50 000 personnes ont bénéficié d'une protection délivrée soit par l'OFPRA, soit par la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, pour les déboutés, il y a une dernière possibilité, ultime possibilité, celle du recours en cassation devant le Conseil d'État, mais ce recours reste très rare puisque seuls 3,6% des décisions de la CNDA ont été contestées l'année dernière. Merci beaucoup William Molinier du service police-justice d'Europe 1 bien sûr et pas de CNews comme je l'ai dit par erreur. François Pupponi, sur l'océan Viking, une brèche est ouverte comme le disait Gérard Collomb. Ça évident. Y est. Les associations maintenant vont directement venir en France. Ils vont faire un peu plus de voyages en évitant l'Italie. Ils vont rentrer dans les eaux territoriales françaises. Ils vont dire à la France, voilà, nous sommes dans vos eaux territoriales, appliquez le droit international. Dès lors que la France s'est positionnée sur ce sujet-là en disant, il y a un droit international maritime, dès qu'on rentre dans des eaux territoriales, on doit désigner le port sûr le plus proche, ils arriveront directement en France. Quel intérêt pour eux de continuer à aller en Italie ? Aucun. Donc vous voulez dire qu'il va y avoir un bateau, puis un deuxième bateau, puis un troisième bateau ? Bien entendu. À partir du moment où la France a accepté et a critiqué l'Italie qui refusait que les bateaux accostent, les bateaux iront directement. Et on sait très bien qu'en prenant un peu plus à l'ouest pour éviter les eaux territoriales italiennes, on arrive très vite en Corse. Et donc la Corse, c'est la France. Et la France devra désigner. En tout cas, à partir du moment où le gouvernement s'est positionné dans cette situation-là, Gérard Collomb a raison de dire que c'est un appel d'air. Mais ça veut dire que c'est insoluble ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de contrer ces manœuvres ? Non, parce que le droit international est celui-là. La France a critiqué l'Italie qui n'avait pas respecté le droit. Je vois mal la France ne pas appliquer ce même droit. Et donc, à partir de là, la France sera un pays d'accueil, devra ensuite négocier avec ses pays voisins qui récupèrent une partie des réfugiés. Mais le problème, c'est que ces réfugiés auront mis le premier pas en France. Et donc, par rapport à ce qu'on appelle au problème de Dublin, ils seront répertoriés en France. Et s'ils vont dans notre pays, on pourra les ramener en France. Vous êtes surpris par les propos de Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, on le rappelle, d'Emmanuel Macron, qui dit encore une fois, ça ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs. Je l'avais dit à l'époque, mais si j'avais parlé avant la présidentielle, je l'aurais fait perdre Emmanuel Macron en substance. Ça me surprend. Alors, moi, je connais bien Gérard Collomb. Il a toujours été proche d'ailleurs politiquement. Il a toujours dit ces choses-là.
Je pense qu'il y a un peu de sa part, même si sur le fond, je partage son avis, il y a un peu de rancœur. C'est-à-dire que c'est une manière... Il est parti dans des conditions un peu particulières, il ne fait plus de politique, il a perdu la ville de Lyon derrière. Mais sur le fond, c'est ce qu'il pense toujours. Vous savez, c'était Gérard Collomb, Manuel Valls, moi-même, nous étions des élus, des maires de banlieue ou de grandes villes pour Lyon, qui avions cette vision-là, qui avons été capables de parler de sécurité, d'immigration à l'époque, pour ne pas laisser ce champ au Rassemblement national, enfin au Front national à l'époque, au Rassemblement national. Donc il est dans la logique de ce qu'il a toujours dit. Allez, on fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. Dans Punchline, on verra que les contrôles ont été renforcés